Bonjour à tous, merci d'être là. Je vous prie de nous excuser pour le retard qu'on a pris. On explore toute forme d'hybridité dans cette conférence et dans les conférences post-Covid et notre conférence d'aujourd'hui sur les financements du développement une voie chinoise est hybride à de nombreux points de vue. On a une de nos intervenantes qui nous rejoint par Skype actuellement. On va la faire en français et en anglais et j'ai la chance, moi, d'être en personne en respectant les mesures barrières avec les intervenants aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on tienne cette conférence aujourd'hui parce que l'on sait qu'il y a un certain nombre de chiffres et des estimations, notamment des chiffres de l'aide chinoise au développement qui sont contestés, sur lesquels il y a des controverses. Et le fait que ce soit l'AFD aujourd'hui qui nous accueille et qui organise ce débat, je trouve que c'est un signal vraiment positif. Je vais passer la parole maintenant à Thomas Melogno, directeur Innovation, Recherche et Savoir, et Rémi Genevet, directeur Orient, tous les deux de l'AFD, qui nous parlent un peu de la conférence d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Tara, merci d'accepter de présider ces débats. Je remercie également Agatha Kratz et Marina Rudiak pour leur participation. Quelques mots pour vous dire pourquoi ce thème intéresse à l'AFD. Nous avons récemment, et vous l'avez peut-être sous les yeux, publié un article sur les routes de la soie dans nos collections. Je remercie mes co-auteurs. Ce qui nous est apparu, c'est que depuis 2013, c'est-à-dire le lancement officiel des routes de la soie, les grandes banques chinoises ont accumulé un encours, c'est-à-dire prêté de l'ordre de 450 à 480 milliards de dollars à des États étrangers. C'est un montant considérable que l'on peut comparer au bilan de la Banque mondiale, par exemple, ou alors à celui de la Caisse des dépôts française. Ça fait des montants extrêmement importants qui ont été prêtés par des acteurs financiers chinois. Pour autant, chaque jour, on parle davantage du rôle international de la Chine. Le paradoxe, c'est que depuis 2 ou 3 ans, ces montants semblent stagner. Ça nous interroge du côté de l'AFD, à la fois parce que la présence chinoise, l'action chinoise hors de ses frontières est de plus en plus importante, mais aussi parce qu'il semble y avoir des modifications, en tout cas des inflexions récentes dans ces pratiques. Ça, c'était un élément très fort. Pourquoi est-ce qu'on observe ce plateau dans l'action chinoise à l'extérieur ? L'une des explications, certainement, est que nous atteignons des plafonds de dette. En tout cas, la capacité de l'État à emprunter devient de plus en plus restreinte. Des nouveautés importantes dans le monde du développement. Deuxième chose, évidemment, la Chine, qui représente 28% des émissions de carbone au plan mondial, va avoir un impact très fort sur le changement climatique qui fait partie de nos missions centrales. Donc le développement de la Chine, mais aussi son action hors de ses frontières, représente un défi majeur pour les agences de développement comme la nôtre qui s'intéressent et qui luttent chaque jour contre le changement climatique. Troisième élément, on a noté dans le discours chinois de la période récente depuis le printemps 2009, le dernier forum des routes de la soie, en tout cas un affichage d'une volonté de changer les pratiques chinoises à l'étranger. Tenir davantage compte des risques de surendettement est aussi une ambition affichée de faire tenir ce route de la soie. Est-ce que ce changement sera sérieux, continu, ou est-ce que pour l'instant ce n'est qu'un discours? Voilà les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui et qui sont bien sûr intégrées dans nos programmes de recherche. Je remercie chacun des participants d'être venus à cet atelier. Je cède la parole à Rémi Genevet, qui est le directeur de nos opérations pour la zone Orient. Merci Thomas et merci à toutes et à tous qui êtes présents aujourd'hui. Comme l'a dit Thomas, je suis le responsable des opérations de l'AFD dans une zone qui s'étend de Manille à Belgrade et qui comprend évidemment la Chine. Et la Chine est un pays qui fait exception dans notre domaine géographique d'intervention puisque la Chine est à la fois un bénéficiaire d'aide publique au développement et un pourvoyeur d'aide, un pourvoyeur de financement à d'autres titres, comme cela vient de vous être expliqué. Bénéficiaire de l'aide publique au développement, cela signifie que l'aide qui est accordée à la Chine répond à des critères très stricts, qui sont ceux de l'OCDE et du Comité d'aide au développement de l'OCDE. Ces critères stricts sont, en simplifiant, une aide accordée à des conditions de taux et de durée très favorables. Une aide qui, en général, dans la plupart des cas, suppose une mise en concurrence internationale des marchés financés par cette aide, ce qui est assez différent des concours, des crédits à l'économie qu'accorde la Chine dans son action hors de Chine. Ces concours sont généralement assez liés ou très liés à la défense d'intérêts chinois, mais on verra que ce n'est pas systématiquement le cas. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que les flux d'aide financière chinoise
à d'autres pays sont aujourd'hui d'une ampleur telle qu'ils ne peuvent pas être ignorés. Des pays de l'OCDE, fournisseurs de l'ODA, de l'APD classique, puisqu'aujourd'hui, si l'on se fonde sur les données, les chiffres annoncés par Xi Jinping lui-même dans les discours inauguraux des routes de la soie, c'est à peu près 40% d'aide publique mondiale traditionnelle que représentent les flux chinois. Je pense qu'au travers des interventions d'Agatha notamment, et de Marina, nous aurons un commentaire sur la nature de cette aide. Est-ce que c'est de l'aide? Quels intérêts sert-elle et engendre-t-elle des recettes, des externalités négatives? Enfin, un dernier point sur lequel je me dois d'insister, c'est sur le fait que sur ce que fait l'AFD en Chine. Cette action de l'AFD en Chine souvent n'est pas comprise, alors qu'il est assez simple de la résumer en un trait, à savoir ce que nous faisons. L'Agence française de développement en Chine n'est pas faite pour servir les intérêts chinois. En tout cas, pour ne servir que les intérêts chinois. Pour servir les intérêts de biens publics mondiaux, au premier rang desquels le climat. Thomas l'a rappelé, nous avons des ambitions climatiques importantes et en tout cas, le climat est pour la Chine et pour le monde qui l'entoure, pour la planète, un enjeu extrêmement important par le niveau des émissions de gaz à effet de serre et l'action de l'AFD en Chine, je simplifie, mais c'est globalement exact. Elle vise principalement à aider la Chine à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour bien évidemment le plus grand bonheur des Chinois, mais également pour un bénéfice qui touche à l'ensemble de la planète. Voilà ce que je me contentais de dire sur l'action de l'AFD en Chine et je répondrai aux questions qui éventuellement sont posées. Merci beaucoup. Merci Thomas. Je souhaiterais remercier le public qui nous écoute. Alors, nous souhaitons que cet événement soit aussi interactif que possible. Donc, avant de passer la parole à nos deux participantes, je souhaitais vous expliquer comment nous allons procéder. Chacune fera une présentation de 15 minutes. Vous aurez ensuite l'occasion de poser une ou deux questions. Donc, écoutez attentivement leur présentation. Et puis, il y aura une occasion pour vous de vous exprimer un peu plus tard dans la conférence, un échange d'une trentaine de minutes et je me ferai le relais de vos questions. Alors, quelques mots d'introduction. Marina Rudiak qui nous rejoint en ligne. Elle est sinologue. Elle travaille sur les études chinoises et le développement international. Sa recherche se focalise sur la Chine en tant qu'acteur du développement mondial, notamment l'aide extérieure chinoise et sa politique de prêt au développement, les implications de l'initiative Nouvelle Route de la Soie et le rôle de la Chine en Asie centrale et en Afrique. Elle s'intéresse également à l'idéologie politique du Parti communiste chinois et la communication côté de la politique chinoise. Ses derniers travaux, sa thèse s'est focalisée sur les évolutions de l'aide extérieure chinoise depuis le début de la République populaire de Chine et comment l'aide chinoise a toujours évolué en parallèle et impacté par les changements mondiaux. Auparavant, elle a travaillé pour le GIZ à Pékin. Elle conseille également les organisations gouvernementales et non gouvernementales sur les questions d'aide chinoise. Agatha Kratz, elle est directrice associée au Rhodium Group. Elle coordonne les activités du groupe en Europe, est directrice de recherche sur les relations Europe-Chine et sur la diplomatie commerciale de la Chine. Elle contribue aux travaux du Rhodium sur les investissements mondiaux de la Chine, sa politique industrielle et ses aspirations, ses ambitions technologiques. Elle est également chercheuse adjointe du projet Reconnecting Asia du CSIS à Washington et j'ai eu le grand plaisir de travailler avec elle auparavant à l'EFCE. Donc, avant de passer la parole à Marina,
J'aurais une question. Je souhaitais juste vous expliquer quels vont être le rôle de nos deux intervenantes. Marina, vous nous expliquez comment fonctionne l'aide et Agatha va nous ouvrir la boîte noire. Alors finalement, c'est moi qui vais commencer. Marina devait présenter la structure institutionnelle de l'aide extérieure chinoise et moi, je souhaitais vous parler du financement du développement de la Chine à l'étranger. Alors, chez nous, au groupe Rhodium, on regarde les données, on regarde la boîte noire et ce qui en sort, en fait. Et Marina, elle, va nous parler de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire. Donc, j'aimerais commencer par vous présenter un aperçu d'ensemble des outils de financement de la Chine qui sont octroyés aux pays en développement et les pays émergents. Alors, il y a à la fois donc des outils assimilables à de l'aide dont Marina vous parlera plus. Ensuite, il y aura les différents canaux commerciaux, donc les prêts commerciaux, les IDE et les investissements de portefeuille et d'autres outils dont les swaps de devises. Alors, ce qui est complexe lorsqu'on réfléchit au financement octroyé par la Chine, le financement du développement, c'est de voir comment on peut le comparer ou non à l'aide qui est octroyée ou les financements du développement des pays de l'OCDE ou de notre partie du monde. Il y a des points communs, mais également des grandes différences. Alors, on va rester sur cette diapositive. C'est celle-ci sur laquelle je souhaiterais que vous focalisiez votre attention. Si vous regardez les dons et les prêts à taux zéro, ce sont des outils APD classiques. Ce sont des types de subventions qui sont la plupart du temps non liés. Ce sont des instruments type APD assez simples. Mais dès que l'on sort de cette zone, il ne s'agit là que des outils nombreux de la Chine qui financent le développement. Si l'on regarde les prêts concessionnels, quand on y pense, eh bien, on pense forcément APD, mais en fait, les prêts concessionnels chinois sont légèrement plus complexes. Cela fait partie de ce que la Chine considère comme de l'aide, mais en fait, on verra que dans bien des cas, la nature concessionnelle de ces prêts pose un certain nombre de questions et n'est pas comparable aux aides concessionnelles au sens OCDE du terme. Ensuite, il y a les prêts préférentiels. Cela fait partie des financements assimilables à de l'aide, bien que ça n'en fasse pas tout à fait partie au sens propre, mais c'est financé publiquement. Alors, ce qui est plus complexe encore, c'est quand on regarde les prêts commerciaux. Pour d'autres pays dans le monde, eh bien, les prêts commerciaux ne sont pas de l'aide, mais en Chine, pour la Chine, souvent, ces prêts commerciaux sont des prêts commerciaux de gouvernement à gouvernement et impliquent les policy banks, les banques d'investissement publiques. Et en fait, les autorités chinoises en parlent comme du financement du développement, mais à des termes du marché. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez complexe. Il n'est pas facile de savoir ce que l'on définit comme APD ou non et ce qui correspond aux spécificités chinoises du développement, du financement du développement chinois. Alors ici, je souhaitais regarder les prêts extérieurs de la Chine. Alors les subventions et les prêts à taux zéro sont assez simples à comprendre. Mais le gros de l'action financière de la Chine à l'étranger, ce n'est pas des IDE, ce n'est pas des swaps, c'est surtout des prêts. Et quand on parle de prêts, il faut voir les différents types de prêts et ceux qui représentent la part du lion de ces prêts. Alors bien souvent, on a l'impression que l'initiative Nouvelle Route de la Soie, eh bien, il s'agirait de prêts à taux concessionnels, que c'est une situation gagnant-gagnant. Mais en fait, si l'on regarde les prêts à taux zéro, par exemple, ne représentent qu'une part très faible des prêts chinois et les prêts subventionnés, concessionnels ou préférentiels ne représentent que 25% des prêts chinois. Ce sont donc les prêts
prêts commerciaux à conditions de marché qui représentent la part du lion de ce type de financement, de ces prêts. Et donc, les chiffres, certes, sont complexes. On pourrait en parler en plus grand détail peut-être pendant la session questions-réponses, mais 60 à 75% des prêts chinois sont des prêts à conditions commerciales. Alors, c'est important de le garder à l'esprit parce que quand on pense à l'initiative Nouvelle Route de la Soie, eh bien, la plupart des financements sont des prêts et des prêts commerciaux. Si l'on rentre dans le détail, je vais faire très vite sur les prêts à taux zéro parce qu'ils ne représentent que moins de 1% des prêts chinois. Ce sont des prêts qui vont typiquement à l'Afrique, ce qui est donc d'intérêt pour l'AFD et les autres organisations de développement. Mais aux côtés des subventions, c'est ce qu'il y a de plus similaire à ce qui est de l'APD pour les pays de l'OCDE. Souvent, donc ce sont des prêts à taux zéro pour des petits projets, 2 millions à 80 millions, ça peut monter à 1 milliard, mais à 100 millions, mais c'est assez rare. C'est surtout des prêts pour les pays à faible revenu. On pense souvent que la Chine ne prend jamais en compte la situation du pays bénéficiaire. Ce n'est pas le cas. En effet, ce sont les pays à faible revenu qui ont accès à ces prêts à taux concessionnel ou préférentiel ou à taux zéro. Ce qui est également important de garder à l'esprit, les prêts à taux zéro ont été peu à peu remplacés par des prêts à taux préférentiels ou concessionnels, ce qui augmente évidemment la part des prêts qui ne sont pas à taux zéro. Alors, vu la tendance actuelle avec le Covid, l'initiative DSSI, eh bien, les seuls prêts qui peuvent être annulés, ce sont les prêts à taux zéro. C'est les seuls prêts pour lesquels il y a une procédure formelle d'annulation. Donc, cela veut dire que seulement 0,5% des prêts chinois peuvent être annulés. Ici, on rentre dans le détail des types de prêts à taux d'intérêt. Il s'agit de prêts concessionnels et préférentiels. C'est surtout Exim, la banque d'investissement public pour le développement qui octroie ces prêts. Et ici, il s'agit de prêts qui sont des montants plus élevés que les prêts à taux zéro pour des plus gros projets, des projets d'infrastructure, de barrages, etc. Et bien souvent, ces prêts sont présentés comme des prêts concessionnels ou préférentiels qui sont présentés aux gouvernements étrangers. Mais bien souvent, ils ne répondent pas aux critères de l'OCDE pour ce type de prêt avec des taux d'intérêt plus élevés, un taux fixe à 2 ou 3% dans une grosse majorité des cas. Et surtout, presque toujours, si ce n'est toujours, ces prêts sont liés à l'utilisation, à l'achat de biens et services chinois et promeuvent les intérêts d'entreprises chinoises. Et cela est une grande différence avec les définitions de l'OCDE. Et si l'on regarde ce type de prêt, eh bien, ce sont les crédits acheteurs à taux préférentiel qui représentent la plus grande part de ce type de prêts concessionnels et préférentiels. Il est important de garder à l'esprit que ces prêts ne sont pas éligibles à l'annulation ou l'effacement pur et simple. Il faut les renégocier, les rééchelonner. C'est important à garder à l'esprit dans le contexte des négociations et de l'initiative des SSI. Ensuite, les prêts commerciaux. Eh bien, quand on parle de la crise de la dette, quand on parle de la prise, dans le piège, de la dette, eh bien, c'est lié à ces prêts commerciaux qui sont octroyés à des grands projets d'infrastructure, des projets énergétiques, où ce sont également des crédits, des lignes de crédit directes sans échéance qui sont octroyées à des gouvernements. Le taux d'intérêt, typiquement, c'est le Libor plus une marge et la plupart du temps, cela est lié à l'achat de biens chinois. Alors, on en parle comme de prêts gagnant-gagnant, mais
c'est toujours lié à l'achat de biens chinois. Et donc là, encore une fois, la Chine ne prête pas sans conditions, mais ces conditions sont adaptées selon le pays à qui ces prêts sont octroyés, et ces prêts sont octroyés à des pays émergents plutôt qu'à des pays à faible revenu. Alors ici, c'est surtout la Banque de développement de Chine, la CDB, qui octroie ces prêts, ainsi que Exim. Ce sont les deux policy banks, des banques non commerciales qui sont étroitement liées au gouvernement chinois, et ce qui, une fois de plus, rend le tableau un peu flou. Alors, on va passer sur la diapositive suivante parce que Marina en reparlera plus tard. Mais je souhaitais dire quelques mots concernant la destination de l'aide au développement, les financements du développement. Alors ici, je voulais parler de l'opacité des prêts chinois. Il est très compliqué de savoir à qui la Chine prête, et nous avons quelques évaluations entre 450 et 480 millions. D'autres chiffrent ces prêts à autour de 300 millions. Mais ici, nous avons plusieurs estimations, mais donc les pays diffèrent. Mais si l'on croise ces différents tableaux, eh bien, il y a des pays récurrents qui sont bénéficiaires de l'aide. L'Angola, le Pakistan, l'Équateur, la Russie, le Laos, l'Éthiopie et le Kenya. Ce sont des pays récipiendaires de l'aide chinoise, et cela pose problème d'ailleurs, on va en parler. Et ensuite, il y a le Venezuela qui reçoivent des fonds de la Chine, ainsi que la Zambie. Alors, j'aimerais non seulement vous parler de comment ces flux circulent, mais également à qui, mais j'aimerais maintenant aussi parler de la question de savoir si c'est un piège de la dette ou non. Je n'aime pas ce terme, mais il est inévitable ici. Alors, ici, l'on voit ce qu'il se passe lorsque la dette chinoise est renégociée. Alors, tout d'abord, ce que l'on peut en conclure, c'est que les saisies d'actifs sont très rares, si ce n'est inexistant. Ça fait 1 an que l'on regarde ces cas de renégociation de dettes octroyées par la Chine, et finalement, il n'y a qu'un cas de saisie des actifs concernant un port, et on ne sait pas s'il s'agit d'une vraie saisie ou d'une renégociation en tant que telle. Ensuite, il y a les effacements de dettes. Il y en a quelques-uns, mais les montants sont très faibles. Et vous voyez sur le camembert, les effacements ne représentent que 20% des résultats des renégociations. Donc, c'est assez peu comparé au montant de ces financements. Alors, à part les effacements de prêts à taux zéro, ce que l'on voit de plus en plus, c'est la renégociation de prêts commerciaux. Et dans ce cas, les renégociations peuvent mener à des situations différentes. Renégociation, refinancement, rééchelonnement des échéances et renégociation du taux d'intérêt. Mais comme vous le voyez, il y a assez peu d'effacement. Alors, je souhaitais juste mentionner quels sont les problèmes du financement chinois, au-delà de la question du piège de la dette. En fait, le problème, c'est que le financement chinois est opaque, est souvent lié et est souvent dirigé vers des pays hautement endettés ou des projets non viables, non durables. Si l'on regarde les emprunteurs principaux qui empruntent à la Chine, eh bien, la plupart d'entre eux ont une notation souveraine très faible, c'est-à-dire que les fonds chinois vont vers des pays où les conditions financières et économiques, macroéconomiques sont instables, ce qui peut créer une crise de la dette, comme c'est le cas lors de crises telles que la pandémie actuelle. On a également vu des projets au Laos et dans d'autres pays qui
rencontrent de gros problèmes car ce ne sont pas des projets viables. Alors, que peut-on attendre à l'avenir? De nouvelles renégociations. Parce que de nombreux projets de l'initiative Nouvelle Route de la Soie arrivent à échéance bientôt. Les prêts chinois aujourd'hui sont surtout des prêts à conditions commerciales ou conditionnelles ou préférentielles qui ne peuvent pas être effacés. Et si on rajoute à cette tendance mondiale la pandémie de la Covid, eh bien, la Chine fait face à un énorme défi. Alors, un dernier point concernant les dernières renégociations. Au cours des dernières années, on a vu environ une vingtaine de cas de renégociation, souvent déclenchés par la crise Covid. L'Angola, le Pakistan et la Venezuela ont mené à des reports, mais ce qui pose problème parce que c'est des cas répétés de renégociation. Et la CDB est un acteur majeur de ces renégociations, comme vous le voyez sur le camembert. Et cela veut dire qu'une banque commerciale chinoise et non pas la banque de développement Exim est autour de la table pour renégocier. Et donc, c'est le statut de la CDB qui pose problème dans ces renégociations. Et donc, je suis ravie de voir que Marina est avec nous et je me réjouis de sa présentation. Merci, Agatha. J'aurais deux questions venant du chat. Nous allons essayer d'y répondre très rapidement. Alors, une question concerne le cas du Pakistan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant le corridor Chine-Pakistan ou le cas spécifique du port au Pakistan? Et ensuite, une deuxième question, le lien entre l'investissement de ces banques en Chine et les investissements de ces banques à l'étranger. Quel est le lien? Concernant le Pakistan, je ne sais pas exactement ce qui intéresse l'auditeur, mais ce qu'il y a d'intéressant dans le cas du Pakistan, c'est que c'est un bon exemple de la diplomatie autour des nouvelles routes de la soie. Il a beaucoup été parlé de la relation gagnant-gagnant entre le Pakistan et la Chine, le Pakistan comme acteur principal ou acteur majeur de l'initiative. Mais si l'on regarde les prêts chinois au Pakistan, eh bien, il s'agit de prêts commerciaux ou prêts quasi-commerciaux. Et donc, l'attractivité des prêts chinois, c'est qu'ils existent bien, et quand bien même des deux côtés on considère que c'est un partenariat de développement, que ce sont des partenaires de développement, en fait, ce sont des prêts à conditions de marché. Et ça a été un cas intéressant et ça va l'être notamment parce qu'il y a une renégociation prévue. Concernant les prêts domestiques et les prêts étrangers, alors Exim prête à l'étranger, au-delà de la question de la résilience et de la stabilité du système financier chinois, l'Exim prête à l'étranger. Environ 50 à 60 milliards de dollars ont été prêtés par an au moment le plus fort de l'initiative Nouvelle Route de la Soie, alors que les prêts nationaux, les prêts en Chine, se cumulaient à plus de 200 000 milliards de dollars. Donc, les prêts à l'étranger sont importants, mais les 60 milliards sont vraiment une faible proportion du système bancaire chinois qui se cumule à plus de 3 000 milliards de dollars. Bonjour Paris, depuis Heidelberg. C'est un plaisir de me joindre à vous ce matin. Alors, je vais vous présenter l'architecture de la coopération pour le développement de la Chine, les acteurs institutionnels et les flux de financement de développement et la manière dont ces différents acteurs interagissent.
Le défi principal pour tous ceux qui souhaitent étudier et suivre les flux de financement du développement de la Chine, c'est la complexité et la fragmentation bureaucratique. Et cela est vrai également pour les universitaires et les décideurs politiques chinois, qui eux aussi se plaignent de l'opacité et du manque de transparence. Au total, 25 ministères et agences gouvernementales centrales participent aux efforts de financement du développement. Il faut y ajouter les filiales locales. Les différentes sortes d'aides varient en termes de vecteurs de financement et le type de financement. Il y a des dons, prêts à taux zéro, prêts concessionnels, crédits acheteurs à conditions préférentielles et prêts pour des projets à moyen et long terme. Il faut y ajouter les prêts des 4 banques commerciales publiques chinoises qui ne font pas partie de l'aide publique au développement de la Chine. Vu de l'extérieur, il est difficile de faire la différence entre les projets, ce qui est de l'aide et ce qui est du prêt commercial ou autre type d'aide. Récemment, j'ai participé à un atelier avec d'autres think tanks d'Asie du Sud-Est qui cherchent à suivre et étudier les flux de financement du développement de la Chine. Et ils ont indiqué que lorsqu'ils regardent les projets chinois d'aide au développement, eh bien pour eux, tout ce qu'on peut en dire, c'est que c'est la Chine. Alors, l'APD de la Chine est constitué des dons, des prêts taux zéro et les prêts concessionnels. Les dons vont à des projets d'aide humanitaire et le développement de ressources humaines. Les prêts à taux zéro, eux, vont pour des projets d'infrastructures publiques et des projets pour la production industrielle et agricole. Ils sont libellés en renminbi, ont une maturité de 20 ans et un délai de grâce de 10 ans. Ils peuvent être remboursés en devises convertibles, matières premières ou autres moyens ayant fait l'objet d'un accord. Les prêts concessionnels sont pour des projets, grands projets d'infrastructure et des produits électroniques ou mécaniques industriels libellés en renminbi avec un taux d'intérêt fixe de 2 à 3%, avec une maturité de 15 à 20 ans et un délai de grâce de 5 ans. Environ un tiers à 50% de l'aide extérieure chinoise répond aux critères de la conditionnalité du cadre de l'OCDE et donc est comparable à de l'aide selon les critères de l'OCDE. Quand on parle de l'effacement de la dette, par ailleurs, il faut savoir que cela s'applique uniquement aux prêts à taux zéro. Les autres types de prêts font l'objet d'un rééchelonnement. Les prêts concessionnels représentent la plus grosse partie de l'aide étrangère chinoise et ils ont été introduits en 1995. Il s'agit d'un modèle imité sur le modèle japonais. Alors, les prêts commerciaux, ce sont des prêts commerciaux de Exim qui sont en partie subventionnés par le gouvernement. Le prêt donc compte comme une aide extérieure subventionnée, même s'il n'y en a qu'une partie subventionnée. Et les conditions de ce prêt sont les suivantes. Ce sont des entreprises chinoises qui doivent mener à bien le projet et des biens chinois doivent être utilisés. Donc, ça a été une façon d'internationaliser, de soutenir l'internationalisation des entreprises chinoises et, dans le même temps, soutenir les pays en développement. C'était l'idée originelle de ce partenariat gagnant-gagnant. Et cela explique sans doute pourquoi jusqu'en 2018, l'aide extérieure de la Chine était mise en œuvre par le ministère du Commerce et les ministères prédécesseurs. Parce que l'aide étrangère a toujours été étroitement liée avec les investissements et le commerce international. En mars 2018, le département en charge des aides étrangères qui faisait partie du ministère du Commerce sont devenus un vice-ministère à part entière, la CIDCA, Agence chinoise de coopération au développement international.
Le mandat de la SIDCA est le suivant: négociation de l'aide, signature des accords internationaux, élaboration de stratégies pays pour les pays bénéficiaires, allocation des fonds d'aide, décision sur les projets, supervision et évaluation de la mise en œuvre des projets, réexamen des politiques d'aide et assurer l'alignement entre les politiques d'aide et l'initiative Nouvelle Route de la Soie. Alors, si vous vous demandez pourquoi il n'y avait pas d'agence dédiée à l'aide extérieure avant 2018, eh bien, il faut être conscient que des débats à ce sujet font rage depuis le milieu des années 2000, lorsque l'aide chinoise a connu une forte croissance et on s'est rendu compte que le système en place n'était pas suffisamment doté ou n'avait pas la capacité de répondre à l'augmentation de l'aide chinoise. L'effectif du département en charge de l'aide extérieure à l'époque se montait à 100 personnes et c'est le cas depuis le début des années 80. Donc, alors qu'il y a une croissance exponentielle de l'aide chinoise, les effectifs n'ont jamais été revus à la hausse. Toutefois, le ministère du Commerce a toujours eu un pouvoir assez fort au sein de la bureaucratie chinoise et a gardé l'aide au développement dans son précaré. Et comme les estimations de 2017 l'ont montré, l'aide extérieure représente 80% du budget du ministère du Commerce. Sous Xi Jinping, les cadres en charge de politique étrangère ont acquis plus de pouvoir. Ça a permis de sortir l'aide extérieure du ministère de la Commerce et d'en faire une agence indépendante qui serait plus proche de la politique étrangère chinoise. Et la SIDCA, aujourd'hui, doit faire rapport au Comité des affaires étrangères centrales et au Conseil d'État. Et au sein du Conseil d'État, au conseiller Wang Yi, qui est également le ministère des Affaires étrangères chinois. Alors, la SIDCA a été créée pour rendre la gestion de l'aide extérieure plus efficace et plus efficiente. Et cela est sans doute lié à une décision personnelle de Xi Jinping qui après le groupe principal sur les affaires étrangères qui s'est réuni en février 2017, il a déclaré que l'aide chinoise devait devenir plus efficace. Mais à côté de la création de la SIDCA, eh bien, il reste tout le restant du système d'aide étrangère qui n'a pas changé. C'est toujours le ministère du Commerce qui est en charge de la mise en œuvre des grands projets et de la plupart des projets d'aide extérieure et les ministères de tutelle lorsque les projets sont pertinents. Alors, la SIDCA a pour objectif de coordonner les politiques, mais en tant que vice-ministère, il coordonne depuis un niveau hiérarchique inférieur des agences qui ont un niveau hiérarchique supérieur. De plus, il n'y a pas de base juridique qui régit les interactions de la SIDCA avec les autres ministères. Et donc, pour les observateurs chinois, c'est considéré comme un obstacle à l'efficacité du système d'aide chinois et à sa transparence. Alors, pour vous donner un exemple, pour comparer, en Allemagne, il y a un règlement qui exige que les agences gouvernementales prennent des décisions au niveau le plus proche du terrain. Cela n'existe pas en Chine. Au contraire, le système est celui du tuyau d'orgue bureaucratique, c'est-à-dire que toutes les agences doivent remonter leurs projets et leurs décisions jusqu'au Conseil d'État ou au Politburo pour que les décisions soient prises. Regardons maintenant la manière dont la SIDCA interagit avec d'autres acteurs au sein du système d'aide au développement chinois. Alors, au début du projet, un accord d'aide bilatéral est signé entre la SIDCA, au nom du gouvernement chinois, et le gouvernement étranger bénéficiaire. Ensuite, pour tous les projets d'aide étrangers, la SIDCA mène un examen projet politique conjoint avec le département des investissements extérieurs et de la coopération économique du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, pour certains sujets spécifiques, les ministères de tutelle sont impliqués dans la mise en œuvre.
Par exemple, si un projet est un projet agricole, alors le ministère de l'Agriculture sera impliqué. Si l'on regarde les centres de démonstration des technologies agricoles en Afrique, la SIDCA est en charge de la coordination politique, le ministère de l'Agriculture est en charge des aspects agricoles du projet. Ensuite, le projet est donné au département agricole d'une province donnée qui va ensuite déléguer la mise en œuvre à une entreprise de cette province qui va la mettre en œuvre en Afrique. Dans le domaine de la santé publique, ce sera la commission de la santé publique qui sera impliquée et ses filiales provinciales. En effet, dans chaque province a un pays partenaire. Certaines grandes provinces ont plusieurs parties partenaires. Et donc, par exemple, pour la santé publique, alors c'est un hôpital au niveau provincial qui va décider des équipes qui seront envoyées à l'étranger. Quant aux projets clés en main ou les projets complets, comme on les appelle, et qui représentent la part du lion de l'aide étrangère chinoise, eh bien, c'est l'Agence pour la coopération économique internationale qui est en charge de la mise en œuvre. Ces projets clés en main sont principalement financés par des prêts concessionnels qui sont approuvés par la SIDCA et ensuite versés par Exim. Ces projets sont ensuite mis en œuvre par des entreprises chinoises, surtout des entreprises publiques. Et pour ce faire, les entreprises chinoises doivent être homologuées, accréditées par l'AICO au sein de MOFCOM. Cette liste des entreprises accréditées est d'ailleurs disponible sur le site web de la MOFCOM. Le Centre international chinois d'échange économique et technique, la CICET, qui fait partie du MOFCOM, gère les biens et l'aide matérielle qui est fournie dans le cas de dons. Et ensuite, l'Académie pour les cadres commerciaux internationaux, l'AIBO, est en charge des programmes de formation dans le cadre de l'aide extérieure et cela est souvent lié à des dons. Il faut savoir que la SIDCA assure la coordination avec un effectif d'environ 100 personnes. Cela veut dire que chaque agent de la SIDCA gère un budget 25 fois plus élevé que leurs collègues ou homologues à la GIZ en Allemagne, par exemple. Et c'est important de le garder à l'esprit quand on réfléchit à la complexité de la gestion de l'aide chinoise. Par ailleurs, la SIDCA n'est pas présente sur le terrain et donc ne peut pas faire un suivi des projets d'aide extérieure de la Chine sur le terrain. C'est le bureau des conseillers économiques et commerciaux de la MOFCOM qui est en charge de ce suivi, comme c'était le cas avant l'existence de la SIDCA. Et pour ce bureau, l'aide n'est qu'un outil dans leur escarcelle d'outils. Et par ailleurs, il faut se rappeler qu'aucune décision ne peut être prise de façon indépendante et que tout doit passer par Pékin, ce qui explique qu'ils sont rarement présents lors des cycles de discussion avec les bailleurs. D'ailleurs, le MOFCOM se voit surtout comme un lobby pour les entreprises chinoises plutôt que comme une agence gouvernementale qui serait chargée du suivi des projets d'aide internationale. Un autre sujet d'importance pour les agences occidentales qui souhaitent rentrer en relation avec la Chine sur ces projets d'aide étrangère, eh bien, c'est que le MOFCOM est le point focal pour les bailleurs étrangers et plus spécifiquement le département international des affaires économiques et commerciales, la DITEA, qui est en charge des aides entrantes dans le pays. Alors, quand les bailleurs se sont petit à petit éloigné des programmes d'aide bilatérale, eh bien, ce département est resté néanmoins le point focal et qui se voit surtout comme une agence qui doit attirer des fonds étrangers en Chine et il n'y a pas forcément d'interaction directe entre eux et la SIDCA. Alors, comme je vous l'ai indiqué, il y a 5 canaux principaux d'aide chinoise et si l'on regarde ces 5 canaux, il n'y en a que 3 qui font partie réellement de l'APD, les dons, les prêts à taux zéro et les prêts concessionnels. Et ensuite, il y a les crédits acheteurs Exim et les prêts de la CBD qui ne sont pas considérés comme de l'aide. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces prêts qui ne sont pas de l'aide parce que Agatha en parlera plus avant, mais je souhaiterais parler de l'opacité néanmoins de
cette structure complexe. Alors ici, vous voyez la base de données APD du Cambodge. Vous voyez un prêt, donc de l'aide en yuan et un crédit acheteur préférentiel en dollars américains. Et le bénéficiaire ne verra pas forcément la différence entre les deux, alors que le crédit acheteur préférentiel est surtout une subvention aux exportations chinoises. Ici, vous voyez un graphique avec en bleu l'aide extérieure, l'APD, et en rouge le crédit acheteur préférentiel. Comme vous voyez, le rouge est bien plus élevé, mais comme c'est enregistré dans la base de données concernant les APD, eh bien, c'est considéré comme de l'APD et ça semble bien plus élevé que les aides selon les critères du CAD. Ici, vous voyez le graphique pour l'Afrique en bleu foncé. Vous avez l'APD officiel et en bleu clair, vous avez ce qui est assimilable à de l'aide et en rouge, ce qui est indéterminé. Et donc, comme vous pouvez le voir, de l'extérieur ou en tant que bénéficiaire, il est difficile d'avoir une fausse représentation de l'APD et de ce que sont ces prêts acheteurs et ces prêts de la CBD. On pourrait penser en effet que les policy banks, comme on les appelle, sont subordonnés à des agences gouvernementales, comme c'est le cas dans d'autres pays. On a l'impression que ces banques sont liées au ministère des Finances qui représente la Chine lors de discussions sur les prêts multilatéraux. Or, ce n'est pas le cas parce que les systèmes de financement bilatéraux et multilatéraux en Chine sont séparés. La CDB est considérée comme un ministère en Chine et Exim a le rang de vice-ministère. Et donc, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, ils ne sont pas sous l'autorité du ministère des Finances, mais reportent directement au Conseil d'État et est réglementé par la Commission de réglementation des banques et des assurances. Et ces banques sont hybrides, à la fois un instrument politique et commercial. Alors, les policy banks, comme on les appelle, sont un excellent exemple de la raison pour laquelle nous devons absolument lire les informations en chinois et elles sont un bon marqueur de tout ce que l'on ne sait pas quand on ne lit pas les informations en chinois. En 2017, au milieu du débat sur le piège de la dette, la Chine a adopté une première réglementation sur la gestion du risque crédit pour les policy banks. Les autorités de réglementation chinoises ont étudié les réglementations dans d'autres pays, ont beaucoup emprunté aux réglementations japonaises et allemandes. Donc, ce que cela nous montre, c'est que depuis la création des policy banks en 1994, leurs activités n'étaient pas réglementées. C'est difficile à croire étant donné que la CDB est le plus grand bailleur bilatéral au monde. Et si l'on lisait ce règlement et on suivait le débat, on saurait que le débat sur le piège de la dette était considéré comme un piège du crédit pour la Chine. Et il a été dit que les policy banks chinoises étaient immatures. Cela peut encore une fois sembler incroyable lorsque l'on sait l'importance de la CDB. Mais ce règlement a été totalement passé sous silence en Occident parce qu'il n'y a eu aucune annonce faite en anglais. Or, ce règlement est plus important pour la durabilité de la dette que le cadre de durabilité de la dette de l'initiative Nouvelle Route de la Soie qui a été annoncé lors du forum Nouvelle Route de la Soie au printemps 2019. Ce règlement requiert que les banques agissent de façon prudente et stable, renforcent leur contrôle de leurs actifs et pour objectif un développement durable à long terme. Il y a 16 articles sur la gestion du risque crédit qui indiquent que la CDB doit mettre en place un système de gestion du risque, des mécanismes de gestion du risque, des politiques de gestion de risque, un système de déclaration du risque, que la CDB doit développer des règles et mettre en place des évaluations du risque
risque crédit, risque pays, risque de taux d'intérêt, risque de réputation, risque social et environnemental, de créer un système d'octroi de crédit unifié, de mettre en place un système de risque pays, de gestion du risque pays, de faire une évaluation des collatéraux étrangers, faire une évaluation des risques et une notation des pays et des régions, et de mettre en place un système de prévention de risques, de réputation, une évaluation des risques environnementaux et sociaux et un mécanisme de suivi du risque de réputation. Alors, cela nous montre que ce type de réglementation n'existait pas avant 2017 et cela sans qu'on le sache et sans qu'il en soit fait mention dans le débat concernant l'aide chinoise en Occident. Cette nouvelle réglementation, j'ai cherché à voir s'il en était fait mention lors de sa publication dans les pays occidentaux et je n'ai trouvé qu'une note de bas de page dans un document du Centre du développement mondial. Alors, quel est le rôle du ministère des Finances? Le ministère des Finances est responsable des prêts multilatéraux de la Chine. Il détache des personnels à la Banque mondiale et au FMI et représente la Chine lors de renégociation de la dette. Mais le ministère n'a aucun pouvoir sur la CDB ou sur l'Exim, même s'ils sont au conseil d'administration. Le ministère des Finances a un rôle à jouer dans l'allègement de la dette. Ils font partie du comité qui rassemble des membres de la CDB, de l'Exim et du ministère du Commerce, où ils étudient ces allègements de dette au cas par cas, mais le ministère des Finances n'a pas plus de poids que les autres acteurs. Et cela explique également pourquoi le cadre de durabilité de la dette de l'initiative Nouvelle Route de la Soie n'est pas obligatoire. Et c'est un point qui a été assez peu souligné dans les débats internationaux à ce sujet. Ce cadre ne peut pas être obligatoire par principe parce que le ministère des Finances n'a pas pouvoir sur les policy banks. Alors la question est de savoir s'il s'agissait uniquement d'une façade. Eh bien, je ne pense pas, car le ministère des Finances a un système de pensée, une vision assez internationale comparée à d'autres agences chinoises. Et c'est en partie dû au fait que le personnel du ministère des Finances va passer un certain temps à la Banque mondiale ou FMI. C'est le cas du vice-ministre pour la coopération internationale qui a passé un certain nombre d'années au FMI. Ce n'est pas le cas pour la CDB ou pour l'Exim. Pour la CDB, la plupart des personnes qui travaillent viennent de la Banque agricole chinoise. Les discussions concernant le cadre de durabilité de la dette montrent que la Chine souhaitait s'aligner sur des normes internationales, mais la position du ministère des Finances n'est pas assez forte pour pouvoir le rendre obligatoire. Alors, si l'on regarde les acteurs de la mise en œuvre de l'aide extérieure et du développement, du financement du développement de la Chine, c'est-à-dire les entreprises chinoises, les projets financés par des prêts chinois sont mis en œuvre par des entreprises publiques. Des grandes entreprises publiques ont le rang de ministère ou vice-ministère et leurs PDG sont promus à des postes élevés au sein des gouvernements soit central, soit provincial. Alors, lors de l'évaluation des cadres par le développement de l'organisation du Parti communiste, les facteurs de protection de l'environnement du climat ou l'adhésion à des normes internationales ont moins de poids que la croissance de l'entreprise. Et donc, il y a peu de mesures incitatives pour les entreprises chinoises de s'aligner sur la gouvernance environnementale ou une bonne gestion de leur impact social. Et donc, on peut conscience de ces sujets. Alors, quel est le défi pour répondre à la Chine ou travailler en coopération avec la Chine? Et je pense personnellement que c'est la barrière linguistique qui est l'obstacle numéro 1 parce que ça a créé l'hypothèse d'une boîte noire. De nombreuses parties prenantes européennes pensent que le système d'aide chinois est en soi opaque et peu transparent. Il est vrai que ce système est peu transparent, mais il faut être conscient qu'en
environ 10% seulement de l'information qui est disponible sur les sites du gouvernement chinois et dans les publications du think tank sont disponibles en anglais. Donc cela veut dire que énormément d'informations et notamment de l'information sur des nouvelles politiques, comme je vous l'ai montré avec l'exemple du règlement sur la gestion du risque crédit pour les entreprises, eh bien, passe sous le radar parce que ça n'a pas été traduit. Et le gouvernement chinois sait qu'il y a cette barrière linguistique. Et donc, quand ils souhaitent qu'une information reste en interne en Chine, eh bien, ils ne la traduisent pas. Et cela crée une grande asymétrie d'information entre l'Union européenne et la Chine. Il faut absolument que l'Union européenne investisse dans l'apprentissage et la compréhension de la langue chinoise. Merci beaucoup. Alors, j'aurais une autre question. Si l'on regarde la diversité des outils de la Chine, il y a un certain nombre de questions qui apparaissent dans le chat. C'est la question du lien entre l'AIIB, la Banque d'investissement infrastructure asiatique, et l'initiative Nouvelle Route de la Soie. Au départ, l'AIIB était considérée comme un acteur principal, un acteur majeur en Afrique, mais si l'on regarde les chiffres aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas. Donc peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. C'est une excellente question. La première chose à dire, c'est que ce n'est pas une banque, un investisseur, mais un prêteur, un bailleur. Et c'est important de faire la différence lorsque l'on réfléchit à la présence étrangère de la Chine. Eh bien, il s'agit de prêts et non pas d'investissement. Et un prêt, ça se rembourse. Pour parler de l'AIIB, alors les chiffres qui sont présentés parlent d'eux-mêmes. L'AIIB avait 10 milliards en capital avec un objectif de 2 milliards de prêts par an et je vous ai parlé de 50 à 60 milliards de prêts par an par la Chine. Et donc, il était prévu d'ailleurs d'augmenter les prêts de l'AIIB à 3 milliards, mais dans tous les cas, ça reste vraiment une part très faible des investissements à l'étranger de la Chine. Alors, c'est une partie faible des prêts à l'étranger, une partie moins opaque, plus transparente, mais peu représentative. Si l'on regarde la stratégie, l'initiative Nouvelle Route de la Soie, eh bien, ça a peu de choses à voir avec l'AIIB. Il s'agit d'Exim et de CDB qui financent des projets avec une faible participation de l'AIIB, mais avec un angle tout à fait différent. Merci. Je vais intégrer Thomas et Rémi au débat. Peut-être que vous pouvez nous parler des recommandations faites aux agences européennes pour leurs activités en Chine. Rémi, vous en avez parlé, mais il serait peut-être intéressant de voir quelles sont les convergences et les divergences entre agences de développement et voir ce que la Chine et l'Europe peuvent faire ensemble. Okay, donc, c'est-à-dire que les prêts Exim ou CDB, s'ils ne sont pas remboursés, eh bien, c'est Sinosure qui va garantir ces prêts. Et actuellement, on voit de plus en plus les policy banks qui doivent tarifer le coût de cette assurance et cela a limité en partie les prêts chinois. Donc, c'est un acteur clé du système parce que cela modère le niveau, le volume d'aide extérieure chinoise parce que Sinosure doit examiner et tarifer le risque pays. Et cela a un rôle clé à jouer dans le système. Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans quand on considérait que le risque pays dans le monde était faible, mais maintenant que ce risque est plus élevé, alors Sinosure va jouer un rôle de plus en plus proéminent. Merci. Rémi, souhaitez-vous ajouter un mot? Eh bien, je ne vais pas rebondir spécifiquement sur ce qu'a dit Thomas, mais Sinosure contribue à augmenter le coût des prêts chinois et on le voit lorsque l'on tente de travailler de concert avec la CDB en Afrique. Et il faut que l'on voit si l'on peut trouver un moyen de travailler ensemble et d'offrir des financements au développement en appliquant les règles de l'OCDE qui s'appliquent à nous dans le cadre d'un système concurrentiel.
Et il faut donc prendre en compte ces notions. Alors, concernant ce que l'AfD fait en Chine, il me semble que c'était également votre question. Eh bien, il y a assez peu de bailleurs d'APD en Chine parce que c'est un pays émergent assez avancé et la plupart des bailleurs APD qui n'octroient que des subventions, eh bien, sont partis. Les seuls qui restent, eh bien, ce sont ceux qui ont également l'outil prêt, c'est-à-dire les grandes banques multilatérales, la Banque de développement asiatique, la Banque mondiale et la IIB, un acteur récent qui est apparu et qui a encore peu agit en Chine. Alors, quant aux banques bilatérales, eh bien, il y a la IIB qui peut être considérée comme une banque bilatérale, le KfW, l'homologue allemand de l'AfD, nous-mêmes, l'AfD, et puis c'est tout, me semble-t-il. L'organisation japonaise de développement a quitté la Chine pour diverses raisons, donc il y a assez peu de financeurs du développement qui restent en Chine et nous avons tous plus ou moins les mêmes objectifs stratégiques, à savoir lutter contre le changement climatique et la bonne gouvernance. Alors, j'aurais quelques questions personnellement, mais je vois qu'il y a de nombreuses questions sur le chat. Je vais vous en poser 3. Une question spécifiquement pour Agatha. On demande si vous pourriez réexpliquer ce récit du piège de la dette. Ensuite, il y a la question concernant la nouvelle route de la soie. Une question pour vous 3. Est-ce que vous pouvez expliquer en plus grand détail en quoi cette initiative est différente de ce que font d'autres grands acteurs du développement, la France, les États-Unis ou autres? Une autre question qui est liée, comment cette stratégie Nouvelle Route de la Soie a changé la politique de financement du développement de la Chine? Alors, rapidement, concernant le récit, concernant le piège de la dette, et je me réjouis des réponses de mes homologues ici également. Alors, après le transfert du port Handadabant au Sri Lanka, donc après le transfert du port sri-lankais, eh bien, on s'est posé la question suivante. Est-ce que la Chine n'octroie-t-elle pas délibérément des montants non viables de financement à des pays qui n'ont pas forcément les moyens de les rembourser, soit donc de prêter trop ou bien de prêter pour un projet non viable, afin d'être en position de saisir des actifs stratégiques à travers le monde? Alors, ce que j'essaye d'expliquer ici, et je pense que Marina me soutiendrait, eh bien, je ne pense pas que c'est une politique délibérée de la Chine. Je pense que cette politique n'est pas forcément bonne et il y a des acteurs en Chine, la CDB et l'Exim, qui cherchent à se renflouer après ces pertes. C'est peut-être le cas au Sri Lanka, mais si l'on regarde la réalité, les faits, eh bien, il n'y a quasiment aucune saisie d'actifs. Mais si l'on regarde le piège de la dette du point de vue de la Chine et si l'on regarde les cas de renégociation dont on a parlé, ça devient un peu technique. Nous avons observé que la Chine, au cours des 20 dernières années, a renégocié entre 50 et 70, voire 80 milliards de dollars de prêts. C'est-à-dire que la part des prêts non rentables, non performants de la Chine par rapport à son portefeuille, et on considère qu'on est autour de 400 milliards, eh bien 20%
de ces prêts ont été renégociés. Donc cela veut dire que cela met la Chine en mauvaise posture. Et donc le piège de la dette peut se refermer sur la Chine elle-même, sur la CDB, sur Exim, et certains de ces prêts ne sont pas encore arrivés à échéance. Et puis il y a eu la crise, certains projets n'ont même pas commencé. Et donc il faut être un peu plus nuancé parce que la Chine rencontre un énorme défi avec ces renégociations de dette. Alors, il y avait une question concernant la politique extérieure de la Chine et si elle est comparable à celle de la France ou l'Allemagne. Alors, il y a en effet des points de similitude. Comme l'a dit Agatha, la France, comme la Chine, fait des prêts à concessionnels, non concessionnels et des subventions. Alors, on pourrait donc dire que ce sont des outils similaires. Mais si l'on regarde les pourcentages entre ces trois outils, eh bien, ils sont très différents. En Chine, ce sont les prêts non concessionnels, les prêts commerciaux qui représentent la part du lion, et les subventions étant troisième en ordre d'apparition. En France, on commencerait par les prêts concessionnels en premier, ensuite les subventions et les prêts à taux commerciaux en troisième position, comme c'est le cas notamment en Allemagne. La deuxième grande différence, c'est que concerne les pays qui bénéficient de ces financements. Comme il a été expliqué, la Chine apparaît comme le bailleur de dernière chance. Et donc, ce sont les pays à fortes ressources énergétiques ou les pays qui ont du mal à accéder au financement sur les marchés ou auprès des bailleurs traditionnels. Et donc, leur marché est très différent des agences de développement françaises, européennes ou de la Banque mondiale. Alors, la politique chinoise a été très différente ces dernières années de celle des autres bailleurs. Autre défi des années à venir, c'est que nous avons réussi à nous mettre d'accord sur un cadre de durabilité de la dette. L'année dernière, la Chine a publié un cadre de durabilité dont on ne connaît pas encore les paramètres. Mais d'après ce que le ministère des Finances a publié pour l'instant, une version préliminaire, c'est assez comparable à ce qui est fait par la Banque mondiale, mais on ne connaît pas encore les seuils, les plafonds de dette qui s'appliquent. Donc, on espère que l'on arrivera à trouver un terrain commun avec la Chine pour que l'on gère la durabilité de la dette de la même façon, parce que sinon, les restructurations de dette auxquelles on peut s'attendre vont être des négociations longues et douloureuses. Et il faudrait vraiment qu'il y ait une harmonisation des conditions entre les bailleurs. Donc, je pense que c'est ça le défi de demain, harmoniser les conditions de renégociation. Alors, pour revenir à ce que Thomas vient d'expliquer, je dirais que ce que l'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de travailler, notamment avec la CDB, sur le terrain. Les organisations chinoises sont peu connues, méconnues par l'AFD et les autres bailleurs, quand bien même les montants qu'ils octroient sont considérables. Et au cours des 3 dernières années, ce que l'on essaye de faire, c'est de créer des liens, forger des relations avec la Chine dans des pays tels que le Sri Lanka pour voir comment on peut travailler avec la CDB et appliquer les règles que nous, en tant que pourvoyeurs d'APD, nous devons respecter. Alors, c'est un travail en cours, ce n'est pas un travail facile, mais nous avons connu des avancées considérables et nous pensons que nous devrions réussir à cofinancer avec la Chine des projets de façon ponctuelle. Alors, la raison pour laquelle on s'est engagé dans cette aventure, c'est que l'OCDE, la politique APD a connu des échecs par le passé et l'objectif est d'aider la Chine à éviter ces écueils. Il y a
20 ans, ou plus précisément, il y a moins de 20 ans, il y a 18 ans, eh bien, l'APD était essentiellement lié et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ça doit faire partie de nos discussions. Merci Rémi, et vous avez répondu d'ailleurs à une des questions qui est apparue dans le chat pendant que vous parliez. Quelles sont les possibilités de cofinancement entre la Chine et d'autres pays? Alors, pour revenir aux questions passionnantes du public, il y en a une ici qui m'intéresse et qui est liée à ce que vous disiez, Thomas. Quelle est la valeur ajoutée des prêts chinois par rapport aux prêts d'autres bailleurs? Il serait intéressant d'en reparler, notamment pour approfondir ce que disait Agatha. Donc parlons de cela et ensuite j'aurai d'autres questions à vous poser. Alors très rapidement, la valeur ajoutée n'est pas liée au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt en Chine sont plus élevés, en fait. Ce n'est pas en termes de délai de grâce ou période de remboursement. Souvent, c'est assez similaire aux conditions d'autres prêts de d'autres bailleurs. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que ce financement est disponible, notamment pour des pays qui n'ont pas accès à d'autres types de financement. L'Angola, le Pakistan, l'Équateur, qui cherchent des financements et qui rencontrent des difficultés pour faire financer leurs projets d'infrastructure, que ce soit sur le marché international ni auprès des banques multilatérales de développement. Eh bien, étant donné que ce financement n'était pas disponible, ils se sont tournés vers la Chine. Et quand il s'agit de projets qui semblent essentiels pour le développement d'un pays, eh bien, les banques chinoises répondent à l'appel. Donc, pour moi, la valeur ajoutée des prêts chinois, c'est qu'ils sont disponibles, qu'ils sont accessibles pour des pays qui n'ont pas un accès facile au financement ailleurs. Il y a aussi la question du volume. La Chine, les banques chinoises, grâce à leurs fonds propres et à la taille du marché chinois, eh bien, ils peuvent faire des prêts beaucoup plus volumineux que d'autres bailleurs en raison de leur assise nationale. Et ils peuvent prêter jusqu'à 1 milliard, voire 2 milliards si ce n'est plus, parce que cela ne représente qu'une part modeste de leurs fonds propres. Nous ne pouvons pas prêter plus de 1,5 milliard à un pays, mais cela est un plafond pour tous les prêts de tout type confondus. Donc, c'est là un des points forts de la Chine, notamment de la CDB, dont l'activité à l'étranger ne représente que 10% de leurs chiffres. Alors, une question pour Agatha, mais Rémi et Thomas, vous pouvez également répondre. La question est la suivante. D'après Madame Kratz, les prêts chinois sans qualificatif ne sont pas durables. Mais n'est-ce pas parce que la Chine prête à des pays très pauvres qui ne bénéficient pas de l'aide d'autres bailleurs? Alors, je ne sais pas si la ligne de démarcation, c'est pays pauvres ou pays en situation financière difficile. On regarde le portefeuille d'investissement, il y a le Venezuela, l'Angola, le Pakistan, autour de 19 milliards, voire 30 milliards selon les estimations. Ce ne sont pas des pays pauvres. En réalité, ce sont des pays où il y a une forte instabilité macroéconomique, financière et sociale. Alors, l'APD va aller aux pays les plus risqués. On ne peut pas comparer les pourcentages de prêts non performants de la CDB ou Exim qui sont autour de 20% aux chiffres aux États-Unis de 1,9 ou 3% en Europe, ou les chiffres pour l'AFD, mais c'est plutôt comparable au taux de prêts non performants de la Banque mondiale. Mais néanmoins, ces chiffres sont un véritable défi pour la Chine aujourd'hui.
Alors, ça fait partie du jeu pour les banques de développement que d'investir dans des zones à risque. C'est notre mandat. On doit financer des projets qui ne vont pas trouver de financement ailleurs. Donc, notre objectif n'est pas avoir 0% de créances douteuses. Évidemment, quand une créance n'est pas durable, n'est pas viable, eh bien, ça ne nous fait pas plaisir. Mais s'il y avait zéro prêt non performant, cela voudrait dire que l'on n'investit pas ou l'on ne prête pas au bon endroit. Donc, on a un taux acceptable autour de 3 ou 4%. Mais dans aucun cas, on ne cherche à avoir 0% de créances douteuses parce que ça voudrait dire qu'on ne finance que des projets qui pourraient trouver financement ailleurs. Donc, notre mission, c'est de prendre des risques mesurés, mais non pas d'avoir une politique zéro risque. Pour rajouter à ce qui a été dit par Thomas, le fait que la politique de l'AFT est la suivante. 50% de nos engagements mondiaux vont à des bénéficiaires non souverains, c'est-à-dire une grande partie de notre bilan est un risque que l'on assume seul et qui n'est pas couvert par notre appartenance au Club de Paris. Et ça fait vraiment la spécificité de l'AFD. Et cela veut aussi dire que l'on fait très attention au type de risque que l'on peut prendre. Mais quand on regarde le pourcentage des créances douteuses dans ces 50%, eh bien évidemment, il est plus élevé que du côté des prêts souverain. Alors, l'AFD fait des prêts concessionnels et c'est ça qui est très, à garder à l'esprit. Le problème en Chine, c'est que ces créances douteuses, ce sont des prêts à taux commerciaux. Ce sont des prêts qui sont supposés être basés sur les conditions de marché. Et donc, si on avait ce taux de créances douteuses pour des types de prêts qui peuvent être effacés, ça ne poserait moins de problème. Mais ici, on parle de prêts qui sont supposés être à des conditions commerciales. Donc, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas être effacés. Il faut donc les renégocier et ça ne peut pas être totalement comparable à ce que fait l'AFD. Alors, évidemment, les conditions des prêts varient d'un pays à un autre. Elles ne sont pas les mêmes pour la Chine que dans un pays moins développé, un pays d'Afrique, par exemple. Il faut le garder à l'esprit. Mais tout ce que nous faisons est en conformité avec les règles de l'APD. Alors, concernant ces créances douteuses, est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact sur la Chine, étant donné le contexte actuel où la capacité de prêt des banques va être limitée? Eh bien, ce qui est important de mentionner, vous l'avez mentionné lors de vos remarques liminaires, les volumes de prêts chinois ont commencé à stagner en 2017. Donc, ça n'est pas lié spécifiquement au Covid. Le pic de prêts, c'était en 2016 avec la nouvelle route de la soie. Mais suite au cas en Malaisie et suite à une réflexion en interne sur les volumes de prêts et peut-être le manque de maîtrise de ces prêts, eh bien, les banques ont commencé à restreindre les volumes prêtés. Et l'on peut imaginer que cette tendance s'accélère. Les banques s'étaient rendues compte qu'elles prêtaient trop, qu'elles prêtaient peut-être dans des conditions un peu hasardeuses, même si le mot est un peu fort, et on peut s'attendre à un ralentissement. Il est vrai que l'on voit une augmentation des créances douteuses dans tous les pays. C'est le cas dans les pays en développement, mais également dans les pays développés. Donc, on peut s'attendre à ce que les banques soient plus prudentes. Mais c'est également notre mission que de prendre des risques et d'agir de façon contracyclique. Pour les banques chinoises, pour les banques européennes, il faut évidemment avoir un modèle économique viable, mais
Étant donné l'environnement plus risqué auquel on fait face aujourd'hui, c'est le modèle même des banques en développement qui est mis en question. Alors, j'aurais quelques questions. Est-ce que vous voyez des évolutions de la politique de financement du développement en réaction à la pandémie? Deuxième question concernant le financement du développement en Afrique par la Chine. Et ensuite, une question concernant le comité d'aide au développement de l'OCDE, le CAD, qui fixe les normes de l'APD pour le monde, et puis également le Club de Paris, dont la Chine ne fait pas partie. Quel peut être le rôle du CAD pour encourager la Chine à participer au système mondial du financement du développement qui répond à ces normes? Rémi, Thomas, puis Agatha, peut-être? Merci. Est-ce que vous pouvez répéter la première question? Quel est l'impact de la COVID sur la politique d'aide de la Chine? Alors, je ne peux parler que de ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu. La COVID a eu un impact sur la politique de financement du développement de la Chine dans un certain nombre de pays. On a mentionné le Sri Lanka parce que c'est le seul cas tangible de saisie d'actifs que l'on ait observé depuis le début de l'initiative Nouvelle Route de la Soie. Mais ce qui est également vrai, c'est que la Chine a octroyé un prêt à taux zéro de 500 millions de dollars au Sri Lanka récemment afin de soutenir le gouvernement sri-lankais pour lutter et réagir à la pandémie de la COVID-19 et de l'impact économique des bombardements, des explosions, des attentats de l'année dernière et de la pandémie actuelle. Alors moi, c'est l'exemple que j'ai à l'esprit de ce qu'a fait la Chine et qui sort un peu des sentiers battus des bailleurs OCDE. Concernant le fait que la Chine rejoigne le Club de Paris, eh bien, le Club de Paris ouvre la porte à la Chine, souhaiterait que la Chine rejoigne le club. La Chine est aujourd'hui observatrice. Il participe de plus en plus activement aux réunions, d'après ce que j'ai entendu. Et récemment, comme l'a dit Agatha, me semble-t-il, une initiative de suspension de la dette, la DSSI, a été définie et la Chine y participe. En partie aux conditions Club de Paris pour les taux après zéro et en partie selon ses propres conditions. Mais l'objectif serait de se mettre d'accord sur un cadre commun de durabilité de la dette, mais également sur les impacts économiques et sociaux du financement de projets. Donc, je pense qu'il reste du pain sur la planche, mais s'il y a deux mondes différents dans le monde du développement, deux cadres d'évaluation de l'impact économique et social, deux cadres de durabilité de la dette, eh bien, en fait, cela risque d'être négatif pour les pays qui ont besoin de ces financements. Donc, je pense qu'il faut que l'on essaye de travailler ensemble, de mieux comprendre la situation de risque pays à travers le monde et voir comment on peut se mettre d'accord sur des critères d'impact économique et social des financements. Donc, il est certes vrai que nous venons de parcours différents, nous avons des traditions différentes, mais on doit trouver un terrain d'ensemble. Un dernier mot, Agatha, alors concernant le financement du développement post-Covid par la Chine, eh bien, les prêts chinois pour le reste du monde, notamment les pays en développement émergent, eh bien, avaient commencé à stagner et à reculer dès 2017. Alors, l'aide extérieure de la Chine, on doit le reconnaître aujourd'hui,
s'aligne de plus en plus sur les critères de l'OCDE parce qu'il y a moins de ressources disponibles, parce qu'il y a moins de ressources disponibles parce que, eh bien, chez Exim ou CDB, eh bien, sont occupés par les renégociations, par exemple. Et donc, on voit de plus en plus de subventions et de prêts à taux zéro qui sont octroyés. Ça, c'est intéressant parce que c'est aligné sur les normes APD de l'OCDE. Et donc, on peut s'attendre à une réduction des prêts commerciaux ou prêts préférentiels. Et peut-être que la COVID est aussi l'occasion pour la Chine de réfléchir sur sa politique de prêts de ces dernières années. Le fait qu'il y ait 20 renégociations en parallèle qui ont lieu force à réfléchir. Mais voilà donc comment j'envisage les années à venir pour la Chine. Merci Agatha, Thomas et Rémi et Marina qui a participé en ligne. Alors, je m'excuse des difficultés techniques que nous avons rencontrées. Merci de votre patience. Alors, j'ai quelques questions encore et j'ai envie d'ailleurs le public, parce que je n'ai pas eu le temps de poser mes propres questions, mais je vois manifestement qu'il y a un grand intérêt pour ce sujet, vu le nombre de questions. Alors, nous allons vérifier avec les présentateurs s'ils peuvent nous fournir leur présentation. Il y a par ailleurs beaucoup d'articles et de documentations disponibles en ligne que vous pouvez consulter. Nous aurons peut-être l'occasion de tenir un deuxième débat à ce sujet qui manifestement tombe à point nommé. Merci beaucoup et nous allons essayer de poster le replay en ligne le plus rapidement possible. Merci à l'AFD, merci aux intervenants et à bientôt.